Bienvenue dans la capsule informative sur les inondations dans le secteur du barrage de North Atlee. Le territoire à l'étude correspond au bassin versant du lac Massawippi, auquel on ajoute la rivière Massawippi en aval du barrage. On retrouve sur ce territoire le barrage de North Atlee, mais également d'autres barrages plus au sud, comme le barrage de la chute Burrow. Ce territoire touche en partie à la MRC Memphremagog et à la MRC de Coaticook. Lorsqu'on parle d'inondation, on parle d'un phénomène de montée des eaux sur les terrains riverains. Les inondations semblent être un enjeu majeur sur le territoire du lac Massawippi puisque 78% des répondants à notre sondage ont mentionné qu'ils considéraient les inondations comme étant problématiques à au moins un endroit de la zone d'étude. Les zones identifiées ici en mauve ont été ciblées par les répondants à notre sondage et par la littérature comme faisant l'objet d'inondations. Les zones ayant été mentionnées le plus souvent sont le secteur de la baie Bacon, au sud du lac, où se trouve l'embouchure de la rivière Tomiphobia, ainsi que le village de North Atlee, au nord du lac, à l'embouchure de la rivière Massawippi. D'autres endroits ont aussi été mentionnés, par exemple la rivière Massawippi à la hauteur du pont couvert, le secteur Atlee Acres à l'est du lac et le long de la route 141 à Ayers Cliff. Nous verrons un peu plus loin la répartition des zones inondables officielles sur le territoire. Parmi les résidents et utilisateurs que nous avons interrogés, plus de 75% de ceux qui sont présents depuis 10 ans ou plus sur le territoire considèrent qu'il y a au moins 10 ans que les inondations sont un enjeu important dans la région du lac Massawippi. Ce ne serait donc pas un phénomène récent. La majorité des personnes interrogées affirment ne pas avoir constaté de tendance particulière dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'y aurait eu ni augmentation ni diminution dans l'ampleur ou la fréquence des inondations au cours des années. Voici quelques photos d'événements d'inondation à travers l'histoire à North Atlee. Certaines datent de près de 100 ans, alors que d'autres sont plus récentes. En aval du barrage, les inondations sur la rivière Massawippi ont particulièrement affecté les terrains riverains. Voici quelques photos de la rivière Massawippi dans le secteur de Lennoxville, à l'embouchure de la rivière Saint-François. Précisons que la zone de Lennoxville est plus propice aux inondations puisqu'il y a confluence de plusieurs cours d'eau de tout le bassin versant de la rivière Massawippi qui dépasse le cadre de notre étude, notamment la rivière Coaticook, la rivière Mau et la rivière au Saumon. Ce sont principalement les terres agricoles au sud de Lennoxville qui subissent des dommages économiques. Sur l'ensemble du territoire à l'étude, certains événements sont plus extrêmes et ont des conséquences plus importantes. En 1982, par exemple, il y a eu d'importantes inondations suite à des pluies torrentielles et les zones agricoles du sud de Lennoxville ont subi des dommages économiques considérables. En 1994, ce fut l'une des inondations les plus dévastatrices pour la région du lac Massawippi, surtout à North Atlee et à Ayers Cliff. 1 millier de personnes ont été évacuées. En octobre 2005, c'était la première fois en 100 ans que Lennoxville subissait des inondations en automne. Celles-ci ont forcé l'évacuation de plus d'une centaine de personnes. En 2019, récemment, d'importantes inondations ont eu lieu au printemps et de nouveau en automne le 1er novembre. Il est à noter qu'il n'existe aucune étude qui répertorie de manière exhaustive toutes les inondations pour le territoire que l'on étudie ici. La base de données Aquarisk, conçue par l'organisme Ouranos qui étudie les changements climatiques, rassemble des documents et des informations sur des centaines d'inondations et plusieurs dizaines d'étiages depuis le 17e siècle. Ces données sont utiles pour documenter les événements ayant eu lieu sur le territoire du lac Massawippi. Les inondations sont le résultat de plusieurs événements parfois simultanés, comme la fonte des neiges rapides au printemps, les embâcles de glace qui peuvent former de véritables barrages à l'écoulement des eaux, les vents forts provoquant des vagues qui frappent durement les rives, ou encore les pluies torrentielles. Sur le territoire du lac Massawippi, les inondations printanières causées par une combinaison de ces facteurs sont les plus communes. Mais il est aussi possible de subir des inondations en hiver dues aux redoux et aux embâcles de glace, ou encore en été lors de pluies torrentielles. En automne, ce sont également des précipitations extrêmes qui causent des inondations, découlant parfois de la fin des ouragans qui arrivent du sud. Toutefois, les inondations d'automne sont historiquement très rares au lac Massawippi. Pour tout le 20e siècle, seulement 2 événements d'inondation automnale ont été répertoriés. Pourtant, dans les 20 dernières années, on rapporte déjà des inondations en automne à quelques reprises, minimalement celle d'octobre 2005 à Lennoxville et Waterville, celle d'octobre 2010 à North Atlee et celle d'octobre 2019 sur une importante partie du territoire.
Les éléments naturels ne sont pas les seuls facteurs influençant les inondations. L'occupation du territoire joue également un rôle important tant dans la survenance des inondations elles-mêmes que dans l'ampleur des dommages qui en découlent. On peut penser aux constructions en zones inondables, à l'imperméabilisation des terres et à la destruction des milieux humides qui empêchent la pluie de percoler dans le sol et qui rendent les infrastructures plus vulnérables à la montée des eaux. Le drainage des terres agricoles accélère également l'écoulement des eaux vers les cours d'eau. La gestion du barrage a également une influence sur l'écoulement des eaux. Elle peut aggraver les inondations si le niveau d'eau maintenu dans le lac n'a pas pris en compte les risques d'inondation. Par ailleurs, le pont de North Ackley, combiné à l'embouchure naturelle du lac, crée un effet de goulot pour l'eau du lac en limitant l'écoulement des eaux vers la rivière. Finalement, la gestion des autres barrages en amont pourrait influencer l'écoulement des eaux. Toutefois, nous ne possédons pas de données à cet effet. Il est à noter, cependant, que les retenues d'eau des barrages sur la rivière Tomifobia et la rivière Niger sont beaucoup plus faibles que la retenue d'eau du lac Massawippi. Comme on peut le voir sur cette carte, le territoire du lac Massawippi est en grande partie occupé par des milieux forestiers à plus de 50% et agricoles à plus de 30%. On estime qu'environ 60% des rives du lac sont occupées par des activités humaines. Les zones les plus densément peuplées sont le village d'Ayers Cliff et la baie Bacon, ainsi que le village de North Ackley. La portion nord-ouest du lac, due à son relief très accidenté, est peu habitée. On retrouve très peu de milieux humides sur le territoire, soit environ 0,7%. Il est donc primordial de les protéger vu leur rôle essentiel de filtration et de rétention d'eau. Un peu partout sur le territoire, des terres agricoles ont été délaissées. On remarque des forêts en régénération, alors que d'autres endroits font l'objet de développement résidentiel. On peut voir ici l'embouchure de la rivière Massawippi. Sur la première photo, dont la date est inconnue, on peut voir que les terres sont majoritairement agricoles. Sur la deuxième, datant de 2020, on peut voir une augmentation du couvert forestier, mais également des routes et des habitations. Toutes ces variables ont une influence dans la vulnérabilité face aux inondations. Lorsqu'on parle d'inondations, on peut mentionner les coûts qu'elles imposent pour la sécurité publique, pour les dommages aux infrastructures, pour les prévenir et pour rendre les installations résistantes, ou encore la perte de valeur foncière des propriétés qui sont liées au risque d'inondation. Les impacts psychologiques sont également importants et laissent souvent un traumatisme profond. Par ailleurs, les dommages environnementaux provoqués par les inondations ne sont pas non plus négligeables. En effet, les inondations peuvent entraîner les contaminants vers les plans d'eau, sans parler des déchets solides. De plus, la montée des eaux amène davantage de boue et de sédiments dans l'eau. Dans le cadre de nos entrevues, peu de répondants, soit 15% d'entre eux seulement, ont dit subir des dommages lorsqu'il y a des inondations. Il semble donc que plusieurs riverains se sont bien adaptés au phénomène des inondations, soit parce que l'eau ne se rend pas aux infrastructures, soit parce que celles-ci sont déjà conçues pour faire face aux inondations. Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun impact. Notamment, certains commerces sont inondés très fréquemment. Et à quelques reprises dans l'histoire, des crues printanières ont forcé l'évacuation de centaines de riverains et ont causé certains dommages économiques. Plusieurs actions ont été posées dans le territoire à l'étude pour diminuer les risques d'inondation, tant par l'État que par la société civile. Un tout nouveau régime juridique instauré par le projet de loi 67 s'applique aux inondations depuis mars 2021 et a modifié plusieurs lois québécoises en matière d'aménagement du territoire. En vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, le ministre de l'Environnement déterminera désormais les limites des zones inondables ainsi que les zones de mobilité des cours d'eau. Il pourrait déléguer ce pouvoir aux municipalités, lesquelles devront toutefois suivre les règles établies par le ministre et lui faire approuver la délimitation proposée. En vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les MRC pourront adopter des règlements mettant en œuvre des plans de gestion des risques liés aux inondations. Toutefois, le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire devra approuver le règlement de la MRC après avoir consulté le ministre de l'Environnement, le ministre de la Sécurité publique et le Comité national d'experts en matière de gestion des zones inondables. Le contrôle de la gestion des risques d'inondation passe donc entre les mains du gouvernement provincial.
Toutefois, en attendant l'adoption d'un cadre opérationnel sous la forme d'un règlement provincial d'application municipale qui va remplacer la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables, c'est cette dernière politique qui continue de s'appliquer pour l'instant à la gestion des zones inondables. Cette politique, qui détermine les activités possibles en zone inondable, doit être intégrée dans les outils d'aménagement du territoire des MRC et des municipalités locales. La MRC, au niveau régional, produit un schéma d'aménagement et de développement qui intègre les notions de la politique provinciale. Jusqu'à présent, le schéma d'aménagement et de développement délimitait aussi les zones inondables. Les municipalités locales, elles, adoptent leur règlement d'urbanisme basé sur le schéma d'aménagement de leur MRC. Elles reprennent ainsi les zones inondables désignées dans le schéma d'aménagement et les normes qui s'appliquent dans ces zones. L'actuelle politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables prévoit que les constructions, travaux ou ouvrages sont interdits, sauf exception, dans les zones de grand courant, soit les zones de récurrence de 20 ans. Dans les zones de faible courant, soit de récurrence de 100 ans, toutes les constructions et tous les ouvrages doivent être immunisés. Aucun travaux de remblai, autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions, justement, ne sont autorisés. Les zones d'inondation à récurrence de 2 ans peuvent servir à délimiter la limite entre la rive et le littoral en absence d'autres critères plus précis. Une zone d'inondation dite de récurrence 100 ans correspond à la zone où chaque année il y a 1% de probabilité d'être inondée. Une zone d'inondation dite de récurrence 20 ans correspond à une zone où chaque année la probabilité d'être inondée est de 5%. Finalement, si on habite dans une zone de récurrence 2 ans, on a 50% de probabilité d'être inondé chaque année. Il est donc possible d'être inondé plusieurs fois durant une même période de récurrence. Dans le nouveau régime juridique, les zones inondables devraient plutôt être classifiées en fonction de leur niveau d'exposition au risque d'inondation, soit faible, modéré ou élevé. Ce sont les MRC qui étaient responsables d'identifier les zones à risque d'inondation sur leur territoire. Pour faire avancer les connaissances dans ce domaine, le gouvernement du Québec a mis en place divers programmes pour cartographier les zones inondables de centaines de MRC au Québec. Ainsi, le programme de détermination des cotes de crue a permis de définir différentes zones inondables pour le secteur de la rivière Tomifobia et de la rivière Massawippi, grâce à des stations de mesure fournissant des données historiques, par exemple observer les niveaux maximums annuels et mensuels pour les années allant de 1965 à aujourd'hui. Encore une fois, il existe plusieurs méthodes pour délimiter les zones inondables. Dans tous les cas, il existe une certaine marge d'erreur. On peut voir ici la carte des zones inondables au sud du lac Massawippi tirée du schéma d'aménagement de la MRC de Memphremagog. Les zones de grand courant, de récurrence 0-20 ans, se retrouvent surtout le long de la rivière Tomifobia et autour de son embouchure. Cette zone comprend les baies Bacon, Turner et Murray, où les terrains sont plus près du niveau du lac et donc plus affectés par les niveaux d'eau. On voit ici une partie de la rivière Massawippi et de ses zones inondables. À partir de Waterville, la rive sud de la rivière entre sous la juridiction de la MRC de Coaticook. On voit donc à gauche la désignation des zones inondables 0-20 ans de la rive nord de la rivière à cette hauteur, tirée du schéma d'aménagement de Memphremagog, et à droite, on voit la désignation des zones sur la rive sud de la rivière selon le schéma de la MRC de Coaticook. Ici, on peut voir la carte des zones inondables à North Atlee tirée du schéma d'aménagement de la MRC de Memphremagog. La délimitation des zones inondables est un enjeu particulièrement important pour North Atlee, puisque les risques d'inondation ont un impact direct sur le développement immobilier désiré par la municipalité. Il est à noter qu'il est normal que les zones inondables évoluent dans le temps. Plusieurs facteurs peuvent modifier les zones inondables, que ce soit l'augmentation des événements extrêmes pouvant résulter des changements climatiques, l'évolution morphologique des rivières qui peuvent changer l'endroit du lit de la rivière, les modifications à l'occupation du territoire comme l'imperméabilisation des sols ou la destruction des milieux humides. Après les inondations qui ont touché durement l'ensemble du Québec en 2017 et en 2019, le gouvernement a adopté un décret instaurant une zone d'intervention spéciale pour s'assurer d'une gestion adéquate des zones inondables en attendant de se doter de mesures à plus long terme. Cette zone d'intervention spéciale inclut tous les territoires qui ont été inondés en 2017 et en 2019, ainsi que toutes les zones inondables 0-20 ans dans tout le Québec, à quelques exceptions près. Pour tous ces endroits, le décret instaure un moratoire sur la construction de bâtiments et sur la reconstruction de bâtiments détruits par une inondation si les dommages dépassent 50% du coût neuf de la construction.
Ainsi, dans toutes les zones inondables de grands courants 0-20 ans, des MRC de Memphremagog et de Coaticook, dont celles que nous avons vues dans les diapositives précédentes, des restrictions spéciales sont en vigueur actuellement et limitent la réalisation de nouveaux projets de développement. Le cadre juridique mis en place par la zone d'intervention spéciale pourra être levé lorsque l'ensemble des municipalités d'une même MRC auront intégré le nouveau cadre normatif relatif aux inondations et que la reddition de comptes des milieux municipaux témoignera de la bonne administration de la zone d'intervention spéciale. Depuis 2018, le ministère de l'Environnement développe le projet InfoCru. Cet outil lui permet d'acquérir et de consolider les connaissances sur l'évolution des zones à risque d'inondation en vue d'aider les MRC et les municipalités locales dans leur prise de décision. Des cartes interactives sont en développement actuellement partout au Québec. Lorsqu'un projet est assujetti à la loi sur la qualité de l'environnement et doit obtenir une autorisation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement, ces derniers devront tenir compte de l'information contenue dans InfoCru, puisqu'elle est souvent la plus récente reconnue par le gouvernement. Cette information peut différer ou non de ce qui est intégré au schéma d'aménagement et de développement des MRC ou dans les règlements d'urbanisme des municipalités. Les changements climatiques pourraient accroître la problématique des inondations au courant des prochaines décennies. La gestion des barrages peut aider à atténuer les effets de ces inondations. Une gestion adaptative et intégrée des barrages devrait par conséquent considérer le risque d'inondation lors de l'établissement des codes d'exploitation. Pour compléter l'action des barrages sur les inondations, des plans de gestion particuliers pouvant s'inspirer d'actions déjà posées ailleurs ou d'initiatives innovantes devraient également être établis pour minimiser les impacts des changements climatiques. Il est à noter que les choix d'aménagement du territoire sont intimement liés à l'augmentation des risques d'inondation et à la vulnérabilité des communautés. Plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre pour réduire les risques, incluant la création d'espaces de liberté pour les cours d'eau et la réhabilitation des milieux humides, qui peuvent servir à accumuler les eaux de crue et à régulariser les débits. Pour avoir une idée sur des bonnes pratiques d'aménagement en adaptation aux inondations, nous vous invitons à visionner la capsule explicative « Une nouvelle gestion des rivières arrive à l'heure de la GEMAPI » réalisée par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et le DREAL de bassin Rhône-Méditerranée. Le projet Acclimatons-nous compte sur le soutien financier de plusieurs partenaires gouvernementaux, municipaux, académiques et communautaires. Pour de plus amples informations sur le projet, nous vous invitons à naviguer sur notre site web et à consulter les différentes capsules d'information. Vous pouvez également nous faire parvenir vos commentaires en nous écrivant à l'adresse acclimaton.nous@usherbrooke.ca. Merci et au plaisir de vous revoir sur notre site web ou en personne.